France Maghreb 2. Et on voit qu'aujourd'hui les supporters marseillais ne chantent plus po, po, lo, po, po, po. Ils sont plus calmes aujourd'hui, vous avez remarqué? Comme un premier jour de Ramadan, un peu fatigué, un peu la tête défaite, un peu une fatigue apparente qui justement se voit, visible aujourd'hui. N'est-ce pas? Deux Marseillais en face de moi. Damien Charles, bonsoir Damien. Bonsoir Christophe. Voilà, attention, tu vas avoir des problèmes. C'est à la limite de la dépression. Tu risques d'avoir des problèmes. Voici quelqu'un bien pour qui le générique de cette émission, celui-là, avait manqué. Yasser Louati, bonjour Yasser. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bien et toi? Bah oui, enfin un peu mieux que vous, je pense. Pourquoi? Bah au lendemain d'une défaite quand même. Une finale, messieurs, c'est fait pour être gagné, c'est pas fait pour être perdu. Oui, mais il y en a qui partent en finale, d'autres en quart de finale. Oui, bah peut-être, mais je parle d'une finale. J'ai rien dit. Une finale est fait pour être gagnée. Oui, puis il y a aussi une question de banc. C'est-à-dire que le banc de l'OM hier, c'était 16 joueurs. Avec le banc du PSG, c'est combien? 42, 43 joueurs. Toujours les mêmes arguments. Voilà. Bon, messieurs, soyez les bienvenus. Alors, de quoi va-t-on parler, mon cher ami Yasser, avec toi dans ton avis tranché aux alentours de 17h30? Alors, je vais parler aujourd'hui de religion et d'émancipation. Oula, d'accord. On va s'émanciper avec la religion. J'en sais rien, on verra. Coup de cœur? Le coup de cœur, ce sera plutôt un coup de pouce, un soutien à Mohamed Rabbani qui fait partie de l'association Cage au Royaume-Uni et qui est poursuivi pour avoir refusé de remettre les codes d'accès à son PC. Or, dans son PC, il avait le dossier d'un cas de torture qui impliquait directement des fonctionnaires américains contre un citoyen qatari, Ali Al-Mari. Bon, eh bien c'est prometteur tout ça. Mon cher Damien, on va parler de quoi dans ton avis tranché tout à l'heure? Alors, la vie tranchée, je l'ai baptisée cette Nakba qui ne dit pas son nom. Oui. Est-ce moins grave quand l'oppresseur est arabe? Bah oui, c'est très clair. Coup de cœur? Le coup de cœur, j'en avais plusieurs. Est-ce que j'ai le droit de choisir tout à l'heure? Oui, bien sûr, tranquille. Bon. On a toute l'émission évidemment. Bon, on va faire ça tranquillement. 18h, la question qui fait mal à la tête spéciale Ramadan. Vous pourrez évidemment nous appeler tout à l'heure. J'ai à vous offrir, et grâce à fruitselect.com, une superbe belle corbeille de fruits pour partager de belles soirées ramadanesques avec vos amis, votre famille, autour d'un bon thé. Allez, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Voici le programme pour ce LGF de ce jeudi 17 mai, qui correspond au premier jour de ce mois sacré du Ramadan. Au fait, on vous l'a pas dit, mais ça donne comme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum sur les réseaux sociaux, le CRIF a tenu à souhaiter un bon Ramadan aux musulmans. Peu après, il a publié une fausse citation de Golda Meir pour justifier les assassinats de Palestiniens. Cinéma, Mona Lisa a profité de sa montée des marches au Festival de Cannes pour déployer une pancarte au texte rouge en faveur du peuple de Gaza. La question LGF, Marlène Schiappa a considéré hier que le voile est une promotion de l'islam politique. Selon vous, le gouvernement pourrait-il proposer une loi restreignant le port du voile d'ici 2022? Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Évidemment, tout à l'heure, un Libertad spécial Ramadan, bien sûr, avant 18h. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est le LGF avec Damien Charles, avec Yasser Louati, qui sont avec vous et vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre ici et pour se poser la question suivante à propos de la nouvelle sortie de Marlène Schiappa. Cette question aujourd'hui, Marlène Schiappa a considéré hier que le voile est une promotion de l'islam politique. Selon vous, le gouvernement pourrait-il proposer une loi restreignant le port du voile d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron d'ici 2022? En quelque sorte, Marlène Schiappa serait partirait en éclaireur. Est-ce que tu y crois, d'abord, Yasser Louati, à cette à ce petit test signé Marlène Schiappa pour le compte d'Emmanuel Macron? Bien entendu, il faut toujours envoyer un éclaireur, préparer l'opinion publique et ensuite on crée un problème et dans ce cas-là on apporte des solutions et la solution sera encore une énième législation contre la visibilité de ceux qu'on appelle les musulmans. Il faudrait être vraiment naïf pour croire que cette sortie de Marlène Schiappa est due au hasard. Damien, est-ce que tu partages l'avis de Yasser? Totalement. Faut pas oublier que c'est des ministres, qu'ils ont des spin doctors et des consultants en com autour d'eux, que c'est pas la première fois qu'on tend la perche à Marlène Schiappa et les fois précédentes, quand on a voulu lui parler du voile et notamment lui poser la question de si c'était ou non une soumission des femmes, elle bottait en touche, systématiquement. Et là, non seulement elle a pas botté en touche, mais en plus elle a bien pris son temps pour répondre. Ouais. Donc ça veut dire que sur le plan de la com, on lui a dit ça y est, t'as feu vert.
tu peux y aller. Alors donc ça va être encore une nouvelle loi qui va être proposée selon vous. Vous répondez pour nous donner votre avis 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus, messieurs, que ce qui est déjà proposé? Trop de lois risque de tuer la loi finalement. Trop d'interdictions tue l'interdiction. On va faire quoi? On va empêcher une femme de se couvrir les cheveux dans la rue? On va interdire une femme bientôt de se couvrir les cheveux chez elle. Mais ça a été proposé. On a déjà légiféré contre les non voilés qui travaillent depuis chez elle. Oui, c'est vrai. Parti socialiste. On rappelle d'ailleurs, c'était la première proposition des sénateurs lorsque le PS a remporté de manière historique le Sénat. Exactement. Ne pas oublier qu'à plusieurs reprises, on a entendu des tentatives d'interdiction de la visibilité religieuse, bien sûr, des musulmans seulement dans l'espace public et les transports. Non, l'ambiance est vraiment toxique. Et encore une fois, faut pas croire qu'un État qui peut bombarder des musulmans à l'étranger hésitera encore à légiférer contre eux et à les exclure un peu plus à base de lois vraiment qui sont injustifiables. On voit bien que le même État qui vous demande il faut respecter la laïcité s'ingère dans la gestion du culte musulman tout en proposant des lois et en faisant passer des lois pour exclure ces mêmes musulmans. Ouais. Alors Damien, qu'est-ce qu'on peut faire de plus là? L'exclusion, elle peut être détournée. Par exemple, l'État peut dire on arrêtera de subventionner toutes les organisations, par exemple d'intérêt public, où on aura des cadres qui portent le foulard. On peut imaginer un truc comme ça complètement dévoyé. On n'interdira pas directement parce que la loi l'empêche, mais en disant voilà, si vous faites la promotion de la visibilité du foulard islamique, dans ce cas-là, on vous coupe les vivres. Ça, c'est le genre de choses qui est envisageable, je pense, sur le plan du droit. Alors évidemment, si un avocat pouvait nous contacter et nous en dire plus, mais tout est envisageable aujourd'hui. De toute façon, il va y avoir une réforme constitutionnelle. Il va y avoir une réforme constitutionnelle. Donc ça veut dire que, si tu veux, c'est le loup dans la bergerie. Il suffit de faire dévier n'importe quel article et après ouvrir la porte à tout ce que tu veux faire. Là, on ne doit pas oublier avec ce qui s'est passé au niveau du règlement de l'Assemblée nationale. Ouais. Maintenant que c'est inscrit sur la question des signes ostentatoires religieux dans ce règlement de l'Assemblée nationale, il n'y a rien sur le plan de la remise en cause judiciaire qui ne soit envisageable, sinon constitutionnel. Donc c'est-à-dire ça y est, c'est fini, c'est écrit. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est une loi ou alors la pression de l'opinion publique pour revenir sur sur ce règlement intérieur qui a été décidé. Mais moi, je pensais qu'on avait touché le fond avec Manuel Valls, avec Nicolas Sarkozy, avec tout ce personnel politique qui en ont fait leur cheval de bataille, que l'islam, le foulard, etc. On pensait qu'il y avait un petit changement en l'apparition de Emmanuel Macron, de son gouvernement, de ces jeunes qu'on connaît pas. Non, il faut comprendre que l'islamophobie en France est un point de convergence pour tout le spectre politique. Ce n'est pas un point de divergence. Il suffit de voir les débats présidentiels, il suffit de voir les débats à l'Assemblée. Ils sont en désaccord sur tout, sauf sur la question de l'islamophobie. Or, on voit bien que lorsque les uns disent on déteste les musulmans, les autres vont dire non, il faut encadrer l'islam politique. Mais le résultat est toujours le même. Il faut regarder au niveau des signatures, de l'évolution des signatures qu'il y a dans les pétitions contre les musulmans. La dernière pétition, on a quand même un premier ministre de droite et un premier ministre de gauche. Anciennement, on a Cazeneuve et Raffarin. C'est-à-dire que là, il y a une bascule qui s'est faite sur l'échiquier entre guillemets gauche-droite. Du torchon des 300 là. Voilà, exactement. Dans le torchon des 300, on a des gens qui s'identifient traditionnellement au bord politique de gauche, comme des gens qui s'identifient traditionnellement au bord politique de droite. C'est-à-dire la passerelle a été faite. Aujourd'hui, il n'y a plus de rupture sur cette question, comme vient de le dire Yasser. C'est marrant parce que dans ce torchon dont tu parles, il y a plus de premiers ministres de gauche que de droite. Ah, bah oui. Parce que on est face à un retour de la gauche réactionnaire. Bien sûr. Je crois, pour comme ça, je veux juste s'en souvenir de de ces gens qui se sont retrouvés. Alors pour quelques-uns qui disent s'y être retrouvés par erreur, enfin ne pas avoir signé, mais en tout cas eux qui assument, mais il y en a plein, bien entendu. C'était un coup de com' signé Philippe Val, mais bon, ça avait pas marché en tout cas. 01 40 33 9000 pour vous donner votre avis, votre sentiment. On en parle parce que il y a comme ça des petites phrases qui passent un peu inaperçues, mais qui apparaissent comme quelque chose qui se prépare, et donc on essaye de détecter avant que cela arrive. Eh bien, voilà. Pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer et pour voir en effet qu'est-ce qu'on va pouvoir
décortiquer. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, bien sûr, sur le sujet, n'hésitez pas. On va passer dans un instant au zapping, il y a de quoi commenter, et puis à la vie tranchée signé Damien Charles, ainsi que celui de Yasser Louati. Comme d'habitude dans cette émission, la possibilité bien de nous appeler et de pouvoir aussi vous exprimer sur tous les sujets. N'hésitez pas à le faire. Alors, on va aller faire un petit tour justement de notre du côté du zapping, bien entendu, avec le zapping. Le voici tout de suite, jingle. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Voilà, alors le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio. Et on en parle ensemble, bien sûr, avec vous, chers amis auditeurs. Alors, 01 40 33 9000, évidemment, si vous voulez nous rejoindre. Alors, je vais allumer mon ordinateur. Voilà, c'est peut-être mieux quand même quand ça marche. Avec aujourd'hui, tiens, on va faire un petit tour à vos souhaits, cher monsieur. Merci. Un petit tour par la radio, justement, Europe 1. Vous savez que c'est le premier jour du Ramadan. Hein, je vous apprends rien. Et on parle du Ramadan, bien entendu, à la radio, à la télé. C'est plutôt même bien médiatisé. Et ce matin, dans les petites matinales d'Europe 1, on s'est intéressé justement au Ramadan avec justement cette aubaine, j'ai envie de dire, pour les magasins, pour les grandes enseignes, parce que les musulmans, on le dit de temps en temps, gênent, embêtent, on tente à les écarter, mais quand il s'agit peut-être de ramasser un peu de blé, et là, ce sont des amis, et en l'occurrence, le Ramadan est le bienvenu, parce que grâce au Ramadan, des magasins en font un véritable aspect commercial. Fête religieuse, c'est aussi une aubaine commerciale pour les grands magasins qui consacrent des rayons entiers aux produits consommés par les pratiquants. Reportage à Dreux en Eure-et-Loire, Martin Fenot. Une pancarte rouge est accrochée en tête de rayon Ramadan 2018. Sur les étagères, des sacs de semoule, de lentilles, du lait fermenté, dans des bacs réfrigérés, de la viande, du poisson, des produits que Salah, père de famille musulman, va acheter ces prochains jours. Gâteaux, épicerie, saveurs, on va acheter tous ces produits-là qu'on n'achète pas nécessairement toute l'année. C'est le mois où toutes les familles sont réunies parce que vous attendez tous l'heure de manger, donc tout le monde est là. On achète un peu plus en quantité ce mois-là. D'autres magasins de la ville présentent aussi des rayons Ramadan. Alors que l'an dernier encore, explique Mimounen Bati, président d'une association locale, les grands distributeurs n'employaient pas ce mot pour vendre les produits. Produits orientaux, Moyen-Orient, il y avait même des peluches de chameaux ou de tapis qui étaient là. Là, cette année, le terme Ramadan est beaucoup plus marqué. Ça change pour nous, en tant que musulmans pratiquants. Il y avait certainement des a priori, vous voulez pas heurter une certaine clientèle, et que là, ça rentre un peu plus dans les mœurs. Mais c'est avant tout du business, complète Mimounen Bati. Selon une étude, les musulmans pratiquants augmenteraient leurs dépenses de 30% pendant le mois du Ramadan. Dreux, Martin Fenot, Europe 1. Voilà, alors le Ramadan, c'est un véritable business, c'est une véritable aubaine pour les commerçants qui en profitent pour faire leur buzz. Et d'ailleurs, on a vu fleurir il y a quelques semaines maintenant de nombreux rayons via les catalogues spécial Ramadan, etc. On a tout vu. Hein. Messieurs, comment vous le voyez cet efferlement commercial pour le Ramadan? Cette drague des musulmans et des non-musulmans d'ailleurs. Je repense au petit sketch qu'avait fait l'humoriste Samia Oresman l'an dernier. Ouais. Elle était allée chez Carrefour parce qu'elle avait reçu... Oh, excuse-moi. Elle était allée chez Carrefour parce qu'elle avait reçu donc le prospectus de promotion pour les produits, et ça n'était pas marqué Ramadan, c'était marqué quelque chose comme été oriental ou quelque chose comme ça. Et donc elle était allée interpeller Carrefour en disant vous aimez notre argent mais vous nous aimez pas, donc pourquoi vous mettez pas Ramadan sur le catalogue? Ouais. Ça m'avait beaucoup fait rire. Elle a bien raison. Et les gens de Carrefour qui avaient été interrogés étaient très très gênés, et en fait elle avait réussi à faire entre guillemets une petite mobilisation dans le supermarché. Les particuliers étaient venus en disant oui, comment ça se fait, nous on vient, on consomme, pourquoi il y a marqué Joyeux Noël en hiver mais il n'y a pas marqué bon Ramadan en été. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce petit sketch. Bon, le Ramadan, alors ça rapporte, Yasser?
Alors c'est quand même un comble. Alors d'un côté on légifère pour invisibiliser les musulmans. Oui, c'est ça. Mais de l'autre leur argent est le bienvenu. Ça veut dire qu'on veut réduire, comme dans toute société capitaliste, on veut réduire le musulman ou les autres à de simples consommateurs. Ça veut dire le musulman n'existe que lorsqu'il consomme et surtout lorsqu'il consomme et qu'il reste invisible. Ouais. Mais encore une fois, c'est pour ça que ceux qui viennent parler de je sais pas quoi, mobilisation et je ne sais quoi, mais regardez le consumérisme dans lequel vous vous voterez d'un côté, et en même temps, vous n'avez même pas la décence d'imposer un vocabulaire aussi simple que Ramadan, veut dire été oriental, été oriental, ça veut dire en fait, vous n'existez pas. Tout ce qui compte pour nous, c'est votre porte-monnaie. En tout cas, les catalogues en tout cas sont remplis. Hein. On peut le voir dans tous les magasins. Oui, et ces mêmes entreprises, je serais vraiment curieux de connaître le pourcentage de personnes de confession musulmane qu'ils recrutent. Encore plus, étant donné qu'elles visibilisent des produits typiquement orientaux en une période telle que le Ramadan. J'aimerais savoir combien de personnes de confession musulmane visibles ils embauchent. Par visible, comprenez une personne qui porte un foulard. Or, encore une fois, on verra, je serais pas surpris de voir que les mêmes entreprises qui discriminent les personnes de confession musulmane sont les mêmes qui font la course pour que ces mêmes musulmans viennent consommer chez elles. Bon, en tout cas, vous nous appelez également si vous avez un commentaire à faire parce que c'est vrai que ça peut interpeller. Alors, moi aussi j'en ai un sur l'origine de provenance des fruits et légumes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah ils sont très forts. Mais là ils vont de plus en plus loin. J'ai des amis qui m'envoient des photos et de quoi? Ils ont été condamnés pour quelques-uns. Ah ouais, mais visiblement ils ont pas compris la leçon, ou alors ils ont des très grosses subventions, j'en sais rien. Mais tu retrouves aujourd'hui des produits en tête de gondole dans certains supermarchés. J'ai le droit de citer un nom de supermarché ou pas? Oui, vas-y. Hein. Ah bah Lidl. Lidl, ils se foutent du monde. Tous les ans c'est pareil. Ils nous disent non, on a compris. Et puis en fait ils ont pas compris. Et puis là en ce moment c'est les dates qui viennent de Jaffa et Haïfa. Pareil avec en tête de gondole avec des propositions un peu trompeuses au niveau des titres, et puis bah si tu regardes pas derrière l'étiquette évidemment tu fais pas attention et ils refont le coup tous les ans. Parce que quand tu décides de mettre un produit en tête de gondole, ça veut dire que tu as un objectif et marketing et en termes de vente. Donc je trouve ça choquant. Bon. Tu fais attention d'ailleurs, Esther, à ce que tu achètes, la provenance du produit ou pas? Toujours. Provenance du produit et surtout l'entreprise. Si c'est l'entreprise qui est sur liste du boycott, c'est systématique. Donc donc t'es un véritable adepte du boycott là pour le coup. En même temps, je veux dire, on a le choix, donc c'est pas comme si on avait une seule marque. Non, donc on a le luxe dans des sociétés comme la France de pouvoir avoir plusieurs le choix. Donc je fais le choix qui m'intéresse. Il y a des enseignes qui nous ont menti, qui ont fait passer des fruits pour étant provenance origine d'Espagne alors qu'il en était tout autre, et que tu creusais un petit peu et que tu voyais que le carton d'origine d'emballage était Israël. Dans ce cas-là, il faut saisir UFC Que Choisir par exemple et les mettre face à leur responsabilité. Tiens, j'en profite pour faire une petite remarque, puisque justement le budget annuel pour les associations de consommateurs vient d'être rogné par le gouvernement de plusieurs millions d'euros. Ah oui. Voilà. Bon. Ceci est dit au passage. Ça c'était la banderie Macron, tac, ça c'est fait. Voilà. Un petit tour par l'Assemblée nationale, et on en parle d'ailleurs dans notre question du jour de Marlène Schiappa. L'Assemblée nationale, c'est jamais bien calme très longtemps, surtout lorsqu'il y a un sujet qui fait polémique. Marlène Schiappa et Florian Philippot se sont un petit peu embrouillés à l'Assemblée nationale. Écoutez plutôt. Irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez à ce moment manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants. Je demande une suspension de séance. Monsieur le député Philippot n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire des suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre de débat, qui démontrent encore une fois sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes. Voilà, écoutez, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec Marlène Schiappa, tout de suite ça devient on est misogyne, on connaît rien à la liberté des femmes, etc., etc. Bon. Bah c'est elle qui est misogyne. J'ai absolument aucun problème à le dire, puisque je suis militant dans 4 associations entre guillemets féministes, et cette femme est misogyne. Elle est dangereuse parce que elle participe à reproduire des mécanismes de domination patriarcale, notamment hérités du colonialisme, et ça fait partie de ce qu'on appelle la misogynie. Cette femme est misogyne. Yasser, elle est misogyne, Marlène Schiappa? Mais surtout incompétente. Oui. Bon, d'accord. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, vous avez Gilbert Collard qui en remet une petite couche sur la France insoumise. Écoutez. Oui, non mais la France insoumise, c'est le Crazy Horse.
Bon, bientôt ils vont venir avec une plume dans le cul pour se faire remarquer. Bon, alors il y en a un qui arrive avec un t-shirt de foot. C'est Jean-Christophe, c'est pas Jean-Christophe, c'est mais je peux vous dire que dans le débat, par exemple, sur le droit d'asile, on les a défoncés. Hein. Bon, j'ai même pu dire à Mélenchon que c'était un péteux. Ouais, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Ah, j'adore. Super cool. J'adore. Yasser, faut en rire ou faut en pleurer là pour le coup, parce que là, c'est une personne que je méprise, donc forcément, peu importe sa position sur n'importe quel sujet, je connais son parcours et son engagement politique et idéologique. Je veux dire, ça, je m'excuse, mais ça peut faire rire ces déclarations, mais le connaissant, sincèrement, je ne ferai aucun commentaire de plus. Non mais d'accord, mais quand je dis ça peut faire rire, ça veut dire le tourner au ridicule tellement c'est stupide quoi. C'est signé Collard, c'est député de la République, ça. Oui, le problème c'est ça montre quand même l'état de la France. Oui, mais non, ce mec est député. Oui, justement, c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Bah oui. C'est que lui, non mais là, ça passe pour une caricature, ça fait rire. Sauf que l'idée comme ça, elle reste en l'air. Et elles sont toujours récupérées par d'autres. Lui le dira d'une manière caricaturale, mais le fond de l'idée sera toujours repris par une autre et qui rendra l'idée acceptable. N'oublions pas que les idées du Front National étaient d'abord inacceptables pour la majorité. Aujourd'hui, elles sont complètement banalisées. Ouais, c'est vrai. Peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on travers. Non, totalement d'accord, effectivement. La question qu'on peut se poser est toute légitime aujourd'hui, c'est comment ce mec arrive à se retrouver député. Et il n'y a pas que lui, il y en a quelques-uns d'autres. Mais parce que ses électeurs sont satisfaits. On a quand même Macron comme président. On a Macron comme président. Ouais, parce que moi, entre Collard et Macron, c'est quand même pas la même. Non, mais c'est surtout que Collard a été réélu. Ses électeurs sont satisfaits. Ouais. Macron a été élu par défaut, Christophe. Me fait pas croire qu'il a été élu avec une majorité de Français. Non, mais peut-être, mais il a été élu, mais on peut pas comparer. Un mec quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Ah non, moi je parle de Collard, quand je dis qu'il a été élu. Mais Collard! Oui. Collard, quand même, qu'est-ce qu'il a? Mais vous voyez comment il parle. Tout le monde a dit que Collard allait tomber aux législatives face à la candidate d'en face. Il est réélu. Point barre. Son public est mobilisé. Donc il se fait élire. Ouais, voilà. La démocratie, c'est ça. C'est démographie et mobilisation. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, n'hésitez pas à prendre la parole en direct sur France Maghreb 2 dans cette émission. C'est le premier jour de ce mois sacré du Ramadan et faut pas dormir les gars hein. Oh, Ramadan, c'est la vie, on continue tranquille. Je sais que j'en profite pour passer une petite dédicace à tous les fumeurs là. Voilà, je sais que ça commence à chatouiller là. Hein. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils sont faibles. Voilà. Oh là là. Ouais. Ouh, vous êtes faibles les gars. Voilà. Jusqu'à 21h31 pour Paris évidemment. En fait, pour les auditeurs, c'est que là j'ai écrit ça en face de moi, c'est qu'il est surexcité. Justement. Il bouge de partout. Son front est en train de devenir violet. Tout rouge. Tout va bien les gars. Tout va bien. Reste avec nous sur France Maghreb dans un instant. Damien Charles. Ah déjà. Ah bah oui, ça passe super vite. Attendez, Damien Charles qui va nous proposer son avis tranché pour nous parler de peut-être de ce qui s'est passé évidemment de terrible à Gaza. Et je ne parlerai malheureusement pas de Gaza. Ah oui. Je parlerai de quelque chose qui a plusieurs centaines de kilomètres de Gaza. Eh bien, restez là si vous voulez en savoir plus. C'est l'avis tranché signé Damien Charles. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Damien Charles, avec Yasser Louati qui sont avec nous et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000 pour nous appeler évidemment en direct pour commenter l'actualité. Alors, on va, si vous le voulez bien, messieurs, tout de suite passer à l'avis tranché donc de Damien Charles pour son avis tranché. J'ai hâte d'entendre parce que voilà, il va nous parler de quoi cet avis tranché. Vous allez savoir tout de suite. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Le titre, mon cher Damien, de ton avis tranché. Cette Nakba qui ne dit pas son nom, est-ce moins grave quand l'oppresseur est arabe? Alors ils sont au cœur de ce deuil, et ils sont pourtant invisibles dans nos médias, pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas sur la ligne de feu. Hier, la mobilisation au Trocadéro, à laquelle je n'ai malheureusement pas pu participer, a envoyé un message évidemment de solidarité à ceux qui résistent pacifiquement en Palestine. Nous sommes trop loin, mais vous n'êtes pas seuls.
Mais hélas, et c'est peu de le dire, face à un déluge de feu historique, une violence indescriptible et surtout l'injuste inaction de la communauté internationale, on en vient à oublier ce qui me semble le point le plus essentiel de la Nakba, c'est mon avis, c'est ceux que j'appelle donc les bannis. On aime généralement les qualifier de réfugiés palestiniens, un terme impropre qui me dégoûte tant les lieux où ces exilés ont trouvé place n'y ressemblent pas. La première fois qu'on m'a parlé des bannis palestiniens, c'était par une amie, donc qui s'appelle Mira. J'espère qu'elle nous écoute, je lui fais cette dédicace. Elle m'en a parlé car elle en est directement finalement une enfant. Son grand-père avait 1 an quand la famille a abandonné tout ce qu'elle possédait en Palestine pour fuir au Liban. C'est une famille qui, depuis, s'est engagée tout entière dans la cause palestinienne et le grand-oncle de Mira n'a jamais lâché la lutte pour les bannis palestiniens et vous le connaissez sans doute, il s'appelle Elias Sanbar. Quand je vivais au Liban, les premiers bannis que j'ai rencontrés étaient des enfants assis sur un trottoir. Un Libanais avec qui je me déplaçais me les montrait du doigt avec un air méprisant et me disait « tiens, regarde, ça c'est des Palestiniens ». En moyenne, les enfants palestiniens au Liban quittent l'école à 10 ans pour commencer à travailler. Donc pas étonnant de les trouver sur ce trottoir. Les bannis palestiniens au Liban sont traités comme des résidents de seconde zone. Ils sont interdits de travailler dans la plupart des secteurs, interdits de posséder des biens, contraints de vivre dans des camps délabrés et surtout exclus du système éducatif d'État. Les Palestiniens ne peuvent pas être propriétaires d'une entreprise. Ils sont exclus surtout de ces professions salariées où ils auraient le plus de qualifications, y compris dans les domaines médicaux et juridiques. Même dans le service d'ordures, on réserve les emplois d'éboueurs aux réfugiés syriens, eux-mêmes déclassés. Mais dans cette hiérarchie, les Palestiniens sont tout en bas. On estime que les 2/3 d'entre eux vivent en état de pauvreté. Certains se lancent dans le petit commerce, mais n'ont le droit de faire des affaires en dehors donc de leur propre camp de bannis. Et il faut s'imaginer, donc j'ai l'exemple de Jabbar qui était boucher, donc gagnait environ à peu près $10 par jour. Donc c'était à peu près 10 fois moins qu'un boucher libanais qui aurait pu donc travailler et commercer à l'extérieur des camps libanais. Le gouvernement refuse d'accorder les droits de citoyenneté à ces bannis palestiniens de peur que ceux-ci ne restent alors pour toujours. Disons-le, ces camps dans lesquels ils vivent, ce sont des camps d'internement. Alors vous en trouvez à Trablos, à Tripoli, donc c'est au nord du Liban, et dans le camp de Trablos, à côté de Tarakeshdide, vous y retrouvez aujourd'hui un homme qui s'appelle Omar Bakri, qui est un des leaders du djihadisme takfiri international. Il est installé donc avec des groupes djihadistes et la population donc de ce camp palestinien est totalement prise en otage par ces djihadistes. Personne ne veut aller chercher ce Omar Bakri. Parce que personne n'a envie de s'y risquer et surtout pas l'armée libanaise. Et donc vous avez là un camp qui est totalement paralysé sur le plan économique mais également sur le plan politique. Vous avez également le camp de Ain el-Heloué qui est à Saïda, un peu plus au sud de Beyrouth. Ain el-Heloué, quand je me suis rendu pour la première fois, ce qui m'a le plus choqué et qui m'a fait probablement une des choses qui m'a fait le plus peur dans ma vie, ça a été cet enfant qui devait avoir entre 8 et 10 ans et qui portait un pistolet à la ceinture. Je parle évidemment d'une arme de poing. Et surtout, vous avez ces 2 camps qui sont tristement célèbres à Beyrouth, que sont les camps de Sabra et Shatila. La première fois que je suis entré à Shatila, ce qui m'a le plus choqué en fait, c'était la vétusté des rues. Il n'y a pas vraiment de rue en fait. Les immeubles sont tellement, si on peut appeler ça d'ailleurs des immeubles, ce sont des taudis, sont tellement collés les uns aux autres qu'il y a très peu. Les câbles d'électricité sont à même le sol car l'électricité est détournée en fait de l'extérieur du camp. Et l'eau n'étant pas courante, on essaye de faire circuler de l'eau d'immeuble en immeuble et malheureusement elle est très souvent croupie, donc pour nous extérieurs n'ayant pas l'habitude de la boire, on pourrait tomber très facilement malade. Tout ça pour dire finalement ces bannis palestiniens qui sont au cœur de la Nakba, parce que ce sont eux qui ont subi justement la confiscation des terres. Aujourd'hui, on oublie la situation dans laquelle ils sont, et on oublie surtout que leur oppresseur, à eux, n'est pas israélien, il est arabe, que ce soit au Liban, en Jordanie, ou même en Syrie. Merci Damien pour cet avis tranché. Yasser, peut-être une petite réaction. Finalement, j'ai appris des choses, moi personnellement, au travers de cet avis tranché. Le mépris qu'ont le Liban vis-à-vis des Palestiniens. Ben, ça m'étonne pas parce que j'ai vécu aussi en Jordanie, c'était pareil. Donc même pour les Palestiniens qui ont eu l'accès à la citoyenneté jordanienne, ils sont toujours traités comme des citoyens de seconde zone. Donc en fait, on divise la population entre les Jordaniens, les Fellers et puis les Palestiniens. Comment finalement on peut reprocher aux sionistes de se comporter de la sorte avec les Palestiniens, alors même que ceux qui sont censés être leurs frères et ceux qui sont censés être leurs premiers amis, leurs premiers soutiens,
peut-être les détestent, mais même, j'allais dire pire que ça, les mettre plus bactères, encore pire que les autres, quoi. De toute façon, la Palestine montre bien le degré de trahison que on le voit au travers des déclarations de MBS sur la Palestine notamment. Bien sûr. Mais pas que MBS, lui, parce que voilà, bon, il veut devenir le nouvel homme fort de l'Occident en Orient. Mais le problème, c'est que, enfin, il n'est pas le seul. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu vraiment une réaction à part des oui, nous compatissons les pauvres Palestiniens? Il y a absolument rien. Par contre, ces gouvernements-là, lorsque leur autorité sera menacée par la population, ils n'hésiteront à aucun moment à se servir de leur arsenal militaire. Bien sûr. Là, tout d'un coup, ils agiront, ils feront ce qu'il faut pour rester au pouvoir. Si je peux me permettre, parce que évidemment, mon avis tranché était trop long. Autre chose dont j'aurais aimé parler, c'est la situation des Palestiniens de Syrie. Évidemment, ils ont été les victimes, comme tous les autres civils syriens, du conflit, et beaucoup ont tenté de fuir. Et le problème, c'est que donc la plupart, alors je ne sais pas pour le cas jordanien, mais je connais mieux le cas libanais, tous ceux qui ont fui et se sont retrouvés au Liban se sont retrouvés face à un problème. C'est que pour te faire déclarer réfugié, donc tu devais aller auprès des camps de réfugiés de l'UNRWA et te faire inscrire, demander une aide, etc. Le problème, c'est que les Palestiniens sont des apatrides, et en étant des apatrides, ils n'avaient pas le droit à l'inscription sur les carnets de l'UNRWA comme les Syriens. Et donc qu'est-ce qui se passait? On avait des ONG locales qui s'étaient spécialisées pour référencer les réfugiés palestiniens et pouvoir les aider de leur côté, parce qu'ils n'avaient pas accès aux mêmes aides que les Syriens par l'UNRWA, donc l'ONU. Et cette situation m'a tellement choqué de me dire, même dans ce conflit syrien tragique, où il y en a plein qui en ont pris plein la figure, parmi ces civils, les Palestiniens, ils sont encore tout en dessous. C'est-à-dire qu'en tant qu'apatrides, on ne leur donne même pas le droit de l'identité de réfugiés. Je suis vraiment choqué, subjugué par la manière avec laquelle la communauté internationale, mais surtout des pays comme le Liban, la Jordanie ou la Syrie ont traité ces réfugiés palestiniens et continuent de les traiter. C'est une honte. Kamel est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Écoutez, c'est pas les premières fois qu'on remet ça sur le tapis. Moi, j'ai envie qu'on ait une réflexion les uns et les autres. C'est vrai, on fait ces constats depuis de longues années, les uns et les autres. Et là, il faut bien comprendre que là, je ne me porte pas en critique à l'égard de quiconque, mais je me dis, est-ce que y a-t-il un moyen de sortir tout ça? Et y a-t-il, et je me dis avec... Oui, il y en a un, Kamel, il y en a un, c'est que les gens arrêtent d'être moins égoïstes, un peu être moins cons et penser qu'à sa gueule, pardon de parler comme ça, mais au bout d'un moment, faut le dire. Non, ça c'est la première des choses. Christophe, hier j'étais attendez, Kamel, pardon, oui. Juste laisse-moi s'il te plaît me terminer, parce que c'est très important ce que je dis. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je considère peut-être à tort, je ne sais pas, et peut-être que vous serez là pour me contredire, mais on le voit rien qu'ici en France. On le voit au travers des différentes associations, des militants. Allez, parlons du monde militant, que je connais un petit peu. Tout le monde se tire dans les pattes. Il n'y a pas la possibilité d'union. Il n'y a pas la possibilité d'avoir un seul et même combat. Parce que chacun veut y apporter sa petite pierre à l'édifice. Parce que chacun veut surtout, défendre ses intérêts. Et tant que les gens seront comme ça, eh bien, nous continuerons à parier sur notre division, à parier à nous faire piétiner, parce que finalement, nous n'avons ce que nous méritons. Enfin, c'est moi qui le pense aujourd'hui, peut-être à tort. J'attends juste des arguments pour peut-être m'inciter à penser autrement. Écoute, je te rejoins. Moi, je suis d'un caractère optimiste, mon cher Christophe. Et je me dis, on a fait ce constat. Et tu l'as répété depuis des années, et tu l'as dit, etc. Et on est intervenus, et les uns et les autres. Et crois-moi qu'il y a des gens que je n'entends plus à l'antenne, de vieux auditeurs, et qu'on n'entend plus à l'antenne, peut-être qu'ils ont baissé les bras. Et j'aimerais dire un mot. J'aimerais dire ce mot précis, parce que tu l'as employé, c'est celui de la division. Moi, j'aimerais, en ce premier jour de Ramadan, d'ailleurs, dédier ces jeunes que nous établissons à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que ce mois de repli sur soi, de réflexion, de hauteur d'âme, soit consacré à ces Palestiniens, à cette cause que nous rejoignons toutes et tous. Et j'ai été ravi hier. J'ai été ravi de voir sur l'esplanade du Trocadéro quelque chose qui m'a beaucoup touché, et je vais te le dire. J'ai vu des gens, quelques personnes, une petite poignée, de gens avec un drapeau berbère
ils avaient monté un drapeau berbère et le drapeau palestinien à côté. Alors que depuis quelque temps, on avait tendance à penser que les berbères allaient servir de diviseurs, etc., etc. J'étais ravi, ça m'a fait quelque chose. C'est parce qu'un imbécile, Falhat, je sais plus comment il s'appelle, effectivement, du MAC, eh bien, avait effectivement été reçu, tapis rouge en Israël, avait été faire le malin là-bas, le guignol avec son drapeau berbère kabyle qui soutient aux la États-Unis. La sécession kabyle, Yvan Rioufol. Ah, Yvan Rioufol. Ouais. Ah, bah, formidable. Quel beau casting. Alors justement, j'ai été ravi, tu vois, j'ai eu un pincement au cœur vraiment de voir, des gens, des Kabyles, des Berbères, qui avaient ce drapeau et à côté, et ils avaient monté sur le même manche le drapeau berbère et le drapeau palestinien. Ouais. J'étais content, moi, ça m'a servi à voir ça, je l'ai vu de mes yeux et je voulais te le rapporter, c'est pour ça. Bon, Kamel, il y avait du monde quand même. Il y avait du monde. Et je voudrais souligner et appeler vraiment au travers l'antenne, mais très sincèrement et très fortement, que ce Ramadan, que ce mois de jeûne soit consacré à la cause palestinienne. Je ne sais pas si ça s'est fait en un temps, mais j'aimerais que justement ces mois de repli dans la communauté où on est censé se rencontrer les uns les autres et se parler et d'avoir une réflexion, qu'elle soit philosophique, religieuse ou autre, eh bien j'aimerais ce soir appeler l'ensemble de ceux qui nous écoutent actuellement et de le partager avec tous, c'est que ce Ramadan soit consacré non seulement par la famille, les familles, le repli, la réflexion et la religion bien évidemment, mais à la cause palestinienne. Bon, Kamel, c'est un appel officiel que je fais sur l'antenne. Voilà, j'aimerais que les divisions cessent et croyez-moi, les divisions ne servent que ceux qui veulent véritablement nous faire du mal et il n'est pas question. Démontrons que nous sommes unis, démontrons que nous sommes toujours présents et démontrons que le supplément d'âme nous accompagne. MDR. Merci encore Christophe. Kamel, j'ai envie de te dire que tu as été quelque part entendu parce que pour une fois qu'ils se sont mis d'accord tous ensemble pour condamner, alors vous savez, il a fallu quand même attendre 2018 de voir un drame à Gaza pour que toutes les instances musulmanes puissent faire un communiqué commun pour condamner ce qui s'était passé à Gaza. Moi j'ai envie d'applaudir, bravo. Oh, mais bravo. Après que certains dirigeants de l'UOIF ont dit qu'il fallait pas importer le conflit en France. Ah bah oui, non mais attends, il y a quand même un progrès, Yasser. Mais c'est bien, voilà. Maintenant ils ont plus qu'à condamner les actions de l'État libanais de ségrégation et de violence sur les bannis palestiniens qui sont dans leur pays. Ne te précipite pas trop non plus, hein, quand même. On a attendu 2018 pour qu'ils condamnent ce qui se passe en Palestine. On verra ça dans 10 ans. Voilà, c'est ça. Peut-être même 20 ans. Merci Kamel en tout cas. Et je sais qu'il y a eu un appel, alors je sais pas d'où il vient, à tous les prêches du vendredi, donc dans les mosquées concernant la cause palestinienne. Est-ce que je sensibilise et qu'on parle de la cause palestinienne? Vous avez vu ça quelque part vous aussi ou pas Non, pas du tout. Bon, bah en tout cas apparemment, on va parler. Non, bon. En tout cas voilà, ça serait bien que ça se passe et moi il m'a semblé voir ça, donc bien entendu 01 40 33 9. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel de Kamel là? Il est utopique? Il est utopique, Kamel, de croire que cette communauté va s'organiser, que cette communauté va pouvoir se faire. C'est qu'en fait, tous les mécanismes font que c'est impossible. Pour le moment. Mais c'est bien de parler d'union, mais la question c'est l'union pourquoi? C'est toujours pareil. On peut s'organiser, on peut se mobiliser. Mais pourquoi? Ouais. Alors Mouloud a peut-être la réponse, je ne sais pas. Bonsoir Mouloud, 01 40 33 9000. Bonsoir Christophe, bonsoir Yasser, bonsoir Damien. Bonsoir. Oui, je voulais en parler hier. Je m'excuse d'intervenir 2 jours de suite, Christophe. Pas de problème, t'es chez toi à mon avis. Je voulais te dire, Christophe, la semaine dernière j'ai eu une altercation au centre Bel-Est. Ouais. Ça fait la 2e fois. Tu sais, il y a, je sais pas si tu connais le centre Bel-Est à Galigny. Non, je faisais mes courses. Et au niveau légumes, il y avait une montagne de clémentines et il y avait un gros panneau Israël. Et à un moment donné, je passe. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu un couple d'Antillais passer. Ils se sont arrêtés, ils ont levé la tête, ils sont partis. Un couple d'Asiatiques, pareil. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois, Christophe? Je vois une jeune femme voilée avec son enfant, la poussette. Elle va directement au truc et elle commence à remplir le truc. Alors je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? J'ai été la voir, j'ai dit, madame, regardez ce que vous achetez. Et elle se retourne, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, madame, regardez la provenance, ouais. La provenance, c'était marqué. Tu sais, il y avait en face, t'avais Israël, et puis juste à droite, t'avais Maroc. Et je lui ai dit, et j'ai désespéré, je me suis dit, putain, mais comment se fait-il que j'ai pas compris? Finalement, elle a pas acheté, mais il a fallu que je lui dise.
Tu vois ce que je veux dire, Christophe? Bah c'est bien, vous avez fait un beau geste, c'est-à-dire que voilà. Bah je l'avais fait l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, Christophe. Ça m'était arrivé au même endroit, il y avait une petite Chibania, une Marocaine, une Algérienne, je sais pas. Et pareil, elle a commencé à rappeler, je me suis approché d'elle et en arabe, je lui ai dit, j'ai dit, t'as Israël? Elle m'a regardé, elle me dit, ah bon? Elle me dit en arabe, je sais pas lire. Ah, j'ai dit, ben, elle savait pas lire, la pauvre. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit en arabe? T'as le Portugal, t'as l'espagnol, t'as le Maroc, t'as Tunis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son sac, elle l'a vidé, elle est partie, et en plus, elle s'est excusée. J'ai dit, vous n'avez pas à vous excuser, madame. Extraordinaire. Merci, Mouloud, en tout cas. Sinon, je voulais, je sais pas si t'es au courant, Christophe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle ce matin qui est tombée, c'est Darmanin, son affaire a été classée sans suite. Ouais, exact. Hein, et quand je pense à Tariq Ramadan, c'est ce que j'avais dit il y a 3-4 semaines, lui, il est ministre. Tu vois, le 2 poids 2 mesures. Ah non, mais ça suffit pas d'être ministre, parce qu'on peut être ministre déchu et ne même pas faire du ferme. Regardez Jérôme Cahuzac. Ouais. Bah, il est condamné à 4 ans, oui, dont 2 mois, dont 2 ans avec sursis. Il n'y a pas eu mandat de dépôt. Il peut encore faire appel, je crois, non, en cassation. Christophe, non. Christophe. Oui, attends, 2 secondes, on règle un problème avec Damien là. Il a même pas besoin. C'est 2 ans ferme et 2 ans sursis. Et les 2 ans ferme, il n'y a pas de mandat de dépôt. Il va les passer chez lui avec un bracelet. Ah, avec un bracelet, ouais, bon, d'accord. Mais il y a trop de monde dans les prisons, il paraît. Ouais. Je voulais vous demander avant de vous quitter, le fait que je fasse ça, est-ce que je risque parce que j'ai un peu la trouille, il y a les caméras, je me dis ils vont intervenir, et est-ce que je suis passible de quelque chose en faisant ça? Bah non, rien du tout. Rien du tout. Frangin m'a dit fais attention quand tu fais ça, parce qu'on peut intervenir, te dire que c'est une entrave à la liberté d'acheter. Et une association de consommateurs qui avertit les gens sur un marché en disant attention à la viande. Non mais moi le fait que je le fasse directement comme ça, auprès des clients. Ben non, mais d'abord tu rends service à quelqu'un qui ne sait pas lire et peut-être lui apporter des informations. Oui, par contre, l'autre dame, je l'en ai voulu, Christophe. Et c'est là que c'est à désespérer quand je me dis, mais après, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais elle regarde pas la télé, elle est pas au courant de l'actualité. En plus, c'était une jeune femme voilée de chez nous. Ouais, tu vois, Christophe, ça veut rien dire. Et puis avant elle, il y a un couple de Martiniquais, d'Antillais qui passe. Il s'arrête, il touche, il lève la tête et il passe. Bon, merci. Un couple d'Asiatiques qui passe. Et là, je me dis, eux, qui sont pas concernés, et elle est pas. Tout le monde est concerné. Et là, la question de la Palestine, tout le monde est concerné. C'est pas une question des musulmans ou des arabes, c'est une question universelle. Ça concerne tout le monde, la question palestinienne. Oui. Et ce qui a desservi la cause palestinienne, c'est de l'avoir cloisonnée sous un registre religieux ou un registre ethnique ou national. Exactement. Il y a occupation d'un pays, c'est la cause de tout le monde. C'est pour ça que quand on soutient la Palestine, on soutient automatiquement tous les peuples qui aspirent à leur autonomie. D'accord avec toi. C'est comme l'Afrique du Sud, la Palestine. C'est pas une question blanc-noir, jaune beurre ou voilé. Nassera va se faire une petite place dans la meute. Bonsoir Nassera, de Metz. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi j'appelle parce que Christophe, il y a quelques années, tu avais mis en place l'émission Allô Gaza ici Paris. Et du coup, non, c'est pas moi. Non, Nassera, c'est pas moi qui ai mis ça. Non, c'est les anciens de la radio. Moi, je suis trop jeune pour ça. C'était Allô Bagdad ici Paris. Oui. Et lorsqu'il y avait eu Ah non, attends, pardon, oui, t'as raison. En 2014, oui. On avait repris effectivement le titre de l'émission pour Allô Gaza ici Paris pour reprendre évidemment l'émission qui avait été créée. Non, mais... c'est moi qui suis fou. Mais voilà, c'est sûr, on avait en 2014. On pourrait pas essayer de le remettre en place pour un peu répondre à l'appel de l'auditeur tout à l'heure. Pour soutenir un peu les Gazaouis et leur montrer qu'on est là et qu'on est avec eux. Nassera, moi ce qui m'embête, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait 62 martyrs, 62 morts pour que les gens et les médias en parlent, pour que les gens se déplacent à 3000 personnes hier à Paris. C'est toujours les pics émotionnels. Faites une manifestation dans 3 mois alors que les Palestiniens, depuis des années, leur situation ne change pas. Au contraire, elle s'empire. Dans 3 mois, parce qu'on n'en parlera plus, il y aura 30 personnes dehors. J'en ai marre de cette hypocrisie, moi, Nassera. Ça me fatigue. Après, moi, je pense que c'est pas de l'hypocrisie, sincèrement. C'est quoi alors? Expliquez-moi. Comme l'a souligné Yasser, c'est vrai qu'on l'a cloisonné à une question d'arabité et de religiosité. C'est une question universelle. C'est pas d'hypocrisie en ce sens où tout le monde est happé par son quotidien, c'est sûr. Quand il y a 62 morts, bien sûr qu'on se sent encore plus concerné. Ouais. Ah, on est en train de vous perdre là. Vous nous faites le coup du pont là, du tunnel, c'est ça, Nassera?
Bon, Nasser est parti. Non mais moi, messieurs, ça me fatigue moi de voir ça. Ça fait des années que ça change pas. Moi le premier, ouais. En fait, c'est que des soubresauts émotionnels. On est dans l'émotion, tout le temps. Il y a rien de pérenne, il y a rien sur la durée. Donc il faut voir comment les organisations pro-palestiniennes galèrent au niveau financier, au niveau du personnel. Il faut voir comment la question du boycott fait encore débat dans certains milieux. Bon oui, bah forcément, si à la longue, on réagit que par rapport à ces émotions, bah oui, on recommencera et puis on se calmera puis on recommencera. Toujours pareil. C'est positif parce que évidemment c'est un message de solidarité envoyé, probablement qu'il y a des vidéos qui circuleront et que des gens là-bas les verront. Peut-être, oui, non, on le souhaite. Mais le problème c'est toujours quel est l'objectif. Ce que je disais il y a 2 jours sur les réseaux sociaux, c'est que les Palestiniens n'ont pas besoin de nos larmes. Ils ont que faire de ça. Bien sûr. Ils ont besoin d'un travail politique au sein des pays qui soutiennent politiquement Israël. Il y a un moment, on peut décrier et dénoncer les organisations sionistes, mais elles ont fait leur travail. Elles ont travaillé les institutions, elles ont fait du networking en bonne et due forme, elles ont influencé les personnes qui font passer des lois, et donc forcément, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en France ont une peur bleue des organisations sionistes, parce que ces dernières ont fait leur travail. Donc quand on perd, on peut soit blâmer l'autre, soit on peut être honnête envers soi-même et se dire, qu'est-ce que j'ai pas fait, et qui fait que la situation d'aujourd'hui est la même depuis maintenant, plus de, on va dire, 30 ans facilement pour notre génération. Abdel est avec nous, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi je suis d'accord ce qu'il vient de dire, mais j'étais d'accord hier avec un monsieur qui est intervenu, Christophe, et qui disait que la question, il faudrait surtout se la poser du côté de la trahison des Arabes envers ce conflit. Mais moi il y a une question que je suis tout à fait d'accord avec lui. Il est temps de se poser ces questions-là, et surtout du côté du Hamas, pour moi, joue un double jeu, et je dirais même que le Hamas est dans les mains d'Israël, parce que sans le Hamas, il n'y a pas d'Hamas, Israël n'a plus d'arguments. Parce que à chaque fois qu'Israël veut faire sauter une signature ou refuser un accord, ils se servent du Hamas en disant le Hamas ne reconnaît pas Israël. Mais ça, c'est avec l'accord du Hamas. Le Hamas s'est pas gêné de combattre les militaires palestiniens pour prendre ce petit morceau de terre. Il s'est pas gêné de sortir ses snipers, ses mitraillettes. Mais il était où le Hamas là quand les Israéliens, ils étaient quoi? On les a vus les Israéliens, il y avait quoi? 2-3 chars, une dizaine d'Israéliens, il était où le Hamas? Ils sont où les fusils du Hamas? Il y a des contre-vérités qui sont balancées là. Il n'y a pas matière à combattre, il n'y a pas matière à sortir. Oui, tu me parles, c'est ça? Oui, on te parle, c'est le principe un peu de l'émission, tu vois. Donc non, on n'a pas de retour de ton côté, on entend mal. Si, dans le téléphone, en fait, tu m'entends. Yasser souhaite intervenir parce que tu apparemment énumères quelques contre-vérités selon lui. Bah parce que d'un côté tu dis, excuse-moi, d'un côté tu dis oui, le Hamas donne un argument à Israël pour intervenir, et de l'autre tu dis que le Hamas n'intervient pas. Donc on sait très bien que non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit le Hamas donne un argument à Israël pour avoir des excuses. Pour annuler des signatures, pour dire nous on signe plus, on n'est plus d'accord. Tant que le Hamas est là, Israël aura des arguments. Non mais attends, pour commencer, Israël massacrait les Palestiniens avant que le Hamas soit une idée, pour reprendre une déclaration récente. Oui, mais donc c'est à cause de qui avec ou sans Hamas, Israël massacre les Palestiniens. Quand c'était l'OLP, c'était pareil. En fait, j'avais pas compris le fond de ton propos. C'est à cause de qui? Bah, si tu veux, c'est à cause de qui que l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas n'a plus de crédibilité. Mahmoud Abbas n'a jamais été crédible, il est même pas élu. Déjà, à cause de lui-même. À cause de lui-même, Abdel, voyons, il est plus. Le Hamas a été élu, je te rappelle quand même. Il y a eu élection du Hamas, oui ou non? Ils roulent en Mercedes, ils ont des hôtels particuliers, ils ont des jets avec leur argentique. Non, mais ça, c'est pas une réponse. Je disais, Abdel, pour commencer, le Hamas a été élu, oui ou non? On a de la pub, là. Ouais. Oui, pour payer justement les voitures de course. Si je peux me permettre juste une chose par rapport au Hamas. Ouais. Moi, j'ai absolument aucun intérêt à défendre le Hamas. Je m'en fous. On peut en parler de manière géopolitique. Ouais. Mais il faut juste se rappeler un truc, c'est que le Hamas a été un idiot utile et pour les Occidentaux et pour Israël, mais aussi par rapport aux Palestiniens eux-mêmes. Et il y a un groupe qui s'appelle l'Armée arabe du salut, qui était d'obédience d'Al-Qaïda, qui a tenté de prendre. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Yasser Louati, avec Damien Charles, qui sont avec nous jusqu'à 18h, comme chaque jour dans le LGF, le grand forum, votre rendez-vous pour intervenir 01 40 33 9000. On va passer au deuxième avis tranché, celui de Yasser Louati. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied.
apiez. Alors piétinez-moi, allez-y. J'avoue que j'ai été assez surpris et étonné de voir le mot religion dans l'un des avis tranchés de Yasser Louati. On peut pas dire que ce soit ta spécialité, Yasser. Du tout, c'est pour ça que je vais en parler en termes d'émancipation. Alors, il y a quelques mois, j'étais invité pour un séminaire de 3 jours avec des étudiants en théologie. J'avoue avoir été surpris par l'invitation et avant d'accepter, j'ai d'abord demandé le pourquoi d'invitation. Ça m'était jamais arrivé auparavant. L'étudiant en charge de l'organisation m'expliquait que sa promotion voulait savoir comment rendre leur formation religieuse utile aux questions de lutte pour la justice sociale et surtout, comment s'impliquer après leur remise de diplôme. Ce séminaire a eu lieu alors que depuis des années, on le sait, une guerre fait rage pour prendre le contrôle de ce qu'on appelle l'islam de France. D'un côté, l'État français avec ses différentes initiatives qui remontent à l'ère coloniale et qui continuent aujourd'hui avec le projet d'Emmanuel Macron qui veut structurer cet islam de France à sa façon en violation totale de la laïcité. De l'autre côté, les entrepreneurs qui ont fait de la religion musulmane leur fonds de commerce pour avoir le pouvoir ou plutôt pour dominer ceux qu'on appelle les musulmans. Le vide produit par la chute de Tariq Ramadan me rappelle cet échange avec une personnalité que j'ai furtivement côtoyée et qui m'avait dit sans sourciller il y a 2 ans, tu verras Yasser, demain on sera les leaders des musulmans de France. J'avoue avoir été sidéré, ça se voyait dans mon regard et je pense que l'auteur de la déclaration l'a vraiment regretté. L'exclusion, la diabolisation et les discriminations en tout genre que vivent les musulmans au quotidien, l'humiliation et la répression qu'ils affrontent dans leurs mosquées et leurs organisations ne sont pas seulement dues à des islamophobes surpuissants. À un moment, il faut savoir s'interroger sur ce qui ne va pas. Je m'étais déjà exprimé sur les questions et les problèmes structurels du monde associatif, mais cette fois-ci, étant donné que les communautés musulmanes sont des communautés de foi dans lesquelles la religion joue un rôle primordial, j'aimerais parler de religion et d'émancipation. Pourquoi émancipation? Parce que historiquement, les religions se sont rarement organisées au service des plus démunis ou en faveur de la justice sociale. Le message divin est dévoyé pour servir une autorité politique, le roi, le calife, l'empereur, etc. La religion dans l'absolu, lorsque c'est organisé, c'est pour soit devenir un centre de pouvoir, soit pour légitimer le pouvoir en place. D'où ces avis religieux pour imposer une seule école de pensée à un seul leader, interdire les manifestations, les contestations, interdire le vote, interdire le débat et surtout, interdire toute remise en question du pouvoir en place. Je parle donc d'émancipation de toute autorité illégitime et pour ne plus cautionner l'instrumentalisation de la religion pour des intérêts particuliers. Que faire lorsque ceux qui s'octroient la représentation ont l'autorité religieuse? Que faire lorsque ces personnes se sont compromises avec les mêmes personnes et les mêmes groupes qui alimentent l'islamophobie? Que faire lorsqu'un responsable religieux ou aspirant à la représentation des musulmans craint pour ses intérêts personnels? Envers qui ira son allégeance? Envers les fidèles qu'il prétend représenter ou bien ceux qui le tiennent en laisse? Ça me rappelle cette petite anecdote qui s'est déroulée dans une mosquée du sud de Paris, une grande mosquée, dans laquelle un imam invité pour un prêche est monté pour prôner la transparence et l'obligation de rendre des comptes envers les fidèles. L'imam de la mosquée en question, qu'il avait invité, n'avait pas du tout apprécié ce genre de discours et le vendredi suivant a rappelé aux fidèles, je cite, vous devez écouter et obéir. Cette anecdote en dit long sur le rapport de domination qu'entretiennent ceux qui postulent au poste de moufti de la République, du département ou de la ville, ou ceux qui aspirent au poste vénérable de, je cite, représentant des musulmans de France. Le tout, bien entendu, non pas pour servir ces mêmes musulmans, mais pour en faire une masse docile, contrôlable à coups de discours ou d'injonctions. Ce n'est pas pour rien que l'Algérie et le Maroc, par exemple, se livrent une guerre sans merci pour contrôler les mosquées de France et ainsi s'en servir comme levier de pression politique. Ce n'est pas un hasard si les prétendants à la représentation des musulmans de France travaillent chacun dans leur coin et se tirent dans les pattes pour être l'émir, le leader, le chef des musulmans et ainsi perpétuer la bonne vieille tradition du caïd dans les colonies. Si une action est menée au nom du collectif, pourquoi donc la faire à titre individuel? Quelle justification peut-on avoir pour que d'un côté on prône le monothéisme le plus absolu, et que de l'autre on prenne des idoles qu'on place au-dessus de toute critique? Pour revenir à nos étudiants en théologie, le fameux de ce séminaire, c'était qu'il y a un besoin urgent d'une théologie de l'émancipation. Je dis émancipation pour que les fidèles se réapproprient leur relation avec Dieu, se réapproprient leur lieu de culte, se réapproprient le choix de leurs représentants et qu'une fois choisis, ne jamais avoir peur de leur demander des comptes. Lorsqu'on est croyant, s'émanciper, ce n'est pas remettre Dieu en question, c'est remettre en question l'autorité des hommes, surtout lorsqu'ils s'imposent de manière autocratique ou en exploitant leur lutte.
Je parle ici des hommes, car je ne connais pas de femme qui s'est imposée ou qui cherche à s'imposer pour représenter ceux qu'on appelle les musulmans. Chers auditeurs de confession de culture musulmane, si on met tant de moyens pour vous dominer, c'est parce que rien ne fait plus peur qu'une personne libre. C'est tout de même un comble qu'être musulman français aujourd'hui vous exclut de tout droit à la liberté. Et c'est parce qu'on vous la refuse qu'il ne revient qu'à vous de la reprendre. Yasser, on a écouté attentivement ton billet, je peux en partager quelques grandes lignes. Par contre, je m'interroge sur le fait quand même que tu dénonces effectivement l'emprise de certains, que chacun essaie d'avoir son intérêt, mais est-ce que finalement ils essaient de pas faire un peu ce qu'ils peuvent, chacun de leur côté, parce qu'on sait que c'est difficile, on sait que c'est compliqué quand même d'organiser ce culte. Quand on est musulman dans ce pays, on le voit tous les jours dans l'actualité, on est de plus en plus, isolé. Alors chacun essaie d'apporter sa petite pierre à l'édifice, de faire des efforts. Il faut peut-être pas non plus tout négativer. J'ai l'impression que là on a affaire à quelqu'un qui nous a offert un billet aujourd'hui de quelqu'un d'aigri, qui se retrouve seul et qui ne veut plus ou qui ne souhaite plus travailler avec quiconque dans cette communauté. D'une, je n'ai jamais eu un travail communautaire. Mon travail est un travail de droits de l'homme et de liberté publique, pour répondre à ça. Mais la réponse est dans ta question, Christophe. Tu dis chacun de son côté. Or, on sait bien que tout engagement politique requiert de la pluralité. Et on voit bien que chacun travaille de son côté en tentant d'éliminer l'autre. C'est quand même flagrant que les initiatives se multiplient, mais il n'y a pas de point de convergence. Or, l'islamophobie a fait converger les islamophobes de gauche comme de droite. On voit bien qu'il y a des personnes qui sont capables de mobiliser toutes seules leur meute sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les rédactions, etc. contre les musulmans. Sors des exemples, parce que aujourd'hui, ce que je trouve dans ton billet qui est intéressant, c'est que tu vas pas. Là, tu fais un peu de trouillard, mon gars. Tu vas pas franchement, tu sors pas des exemples. Je vais donner un exemple. Le Printemps républicain fondé en 2015. Regardez ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait en 3 ans. Ils ont été capables de contrôler, ou plutôt d'imposer un agenda médiatique, de se lancer dans une chasse aux musulmanes, sans que personne y trouve à redire. Et plus encore, c'est qu'ils imposent aussi l'agenda politique. Ça veut dire, il y a une hystérie médiatique qui est créée autour d'une personne. Ensuite, cela appelle à résoudre un problème, et dans ce cas-là, les politiques s'en mêlent. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toutes les organisations qui prétendent à l'organisation ou la représentation de ce qu'on appelle l'islam de France ont des liens avec des intérêts étrangers, soit des pays, soit des confréries, soit des organisations tierces? Comment se fait-il que les musulmans ne contrôlent pas eux-mêmes leurs mosquées? Comment se fait-il que les personnes qui s'octroient la représentation des musulmans ne rendent jamais des comptes aux musulmans, par contre font la queue pour rendre des comptes à l'État? Pour citer un sociologue que j'avais interrogé il n'y a pas si longtemps, il s'était dit directement les renseignements généraux, il n'y a pas si longtemps, en disant que ce sont les représentants des musulmans eux-mêmes qui font la queue pour collaborer avec les services de sécurité. Donc on voit bien qu'il y a une relation d'infantilisation des masses musulmanes d'un côté, mais en retour, ceux qui s'adonnent à ce genre de relation refusent qu'on leur rende des comptes. L'anecdote qui s'est déroulée dans une grande mosquée parisienne, et l'imam qui ose dire aux fidèles, vous devez écouter et obéir, mais ça, c'est la micro, mais ça explique la macro. On voit bien que toutes les religions sont capables de tout, quoi. Exactement. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, cette religion, qu'elle soit musulmane ou autre, elle n'est pas mise au service des fidèles, elle est mise au service d'intérêts particuliers. Et donc, encore une fois, je vais citer encore un ami, Oussama Ilouche, qui est directeur de l'association CARE à Los Angeles, qui me disait, il faut couper le cordon ombilical avec les pays d'origine. Parce que, nous concernant en France, l'islam du consulat. Nous concernant en France, j'attends de voir un pays qui a des ressortissants en France s'offusquer des discriminations que leurs ressortissants affrontent tous les jours, des violences policières ou de leur diabolisation permanente. Donc il y a un moment, on peut continuer, quand on trébuche, on peut dire c'est la faute du sol, ou bien s'en prendre à dire c'est de ma faute à moi. On voit bien que les mêmes erreurs se perpétuent et les mêmes mécanismes se répètent de génération en génération. Je mets au défi les auditeurs de noter toutes les initiatives qui sont lancées pour s'accaparer une représentation des musulmans et voir lesquelles travaillent ensemble. Bon, alors on va faire simple, toujours des initiatives individuelles. Pardon, je vais faire simple, je vais aller droit au but. L'initiative de Marwan Mohamed. Est-ce que c'est une initiative pour tenter de récupérer peut-être de manière opportunisme aussi, de se faire une place dans cette communauté? Il faudra d'abord commencer par lui poser la question à lui-même. Ouais, déjà, faudrait qu'il accepte de venir répondre à nos questions.
Donc, ce qui est déjà une première. Donc, moi, c'est une personne que je ne côtoie pas. Donc, encore une fois, moi, toute initiative politique, en tout cas, toute initiative de mobilisation ou de représentativité ne peut pas venir d'une seule personne ou du haut vers le bas. C'est toujours du bas vers le haut. Et la représentativité légitime vient toujours lorsque c'est la base qui choisit ses représentants. Deuxièmement, il y a une question de méthode. Est-ce que les questions... Personne n'a choisi, lui, Maroun Mohamed, personne n'a choisi, excusez-moi. Il vient de la banque, personne n'a choisi. Il est arrivé, il a eu un rôle, effectivement, au conseil, au CCIF, pardon. Ensuite, il a fait quelques OP, il est reparti, il est revenu. Et puis là, aujourd'hui, il se montre comme le grand sauveur des musulmans de France. Donc, voilà, ça fait partie aussi de ce genre de casting auquel on a le droit depuis tant d'années maintenant. C'est le problème. Mais l'initiative en tant que telle est intéressante, mais après, voilà. Non, mais le problème qui se pose, encore une fois, c'est que le vide créé par l'affaire Ramadan et sa chute montre qu'on n'est pas dans un mécanisme qui promeut... Il y a une place à prendre, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une place à prendre. Mais il y a une place à prendre pour remplacer Dalil Aboubaker, il y a une place à prendre pour remplacer Tariq Ramadan, il y a une place à prendre pour remplacer le CFCM. Mais ça, c'est un secret de polichinelle. On sait très bien que la guerre qui se fait aujourd'hui, c'est juste pour être assis à la table des dominants aujourd'hui et pour dire je suis le musulman, je suis celui qui peut les contrôler, je suis celui qui peut leur parler. Bon, Damien, qu'en penses-tu de tout cela, de cet échange? Voilà, je m'interroge et espérer que Yasser aille plus loin dans sa dénonciation. La première chose qu'on peut dire, c'est que si tu n'es pas assis à la table avec les autres pour négocier, ça veut dire que tu es sur le menu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Yasser. Et non, je suis pas d'accord quand tu dis que son avis tranché est celui de quelqu'un d'aigri qui travaille tout seul dans son coin. Ou alors, je vais peut-être commencer par commenter ensuite parce que j'avais une question à te poser. En fait, quand tu parles de religion et émancipation ici, en fait, c'est de la théologie de la libération. En gros, oui. D'accord, très bien. Bon, donc ça, on vient de se répondre entre nous, il n'y a pas de souci. Mais ça serait bien d'en faire profiter les autres aussi. Oui, bon, bah alors on revient après juste... mais sinon, je vais m'en mettre les pinceaux, je sais plus ce que je vais dire. Vas-y, balance. Par rapport à Marouane Mohamed, moi, ce qui m'inquiète juste, en fait, c'est l'absence de transparence. Il a dit, j'ai une équipe. Ok, super. Sauf qu'on ne sait pas qui. Et ensuite il dit petit à petit je vais m'effacer. Bien sûr, on sait, Sami Débat et compagnie, quoi. C'est un projet collectif. D'accord, mais alors dans ce cas-là, pourquoi le mouvement est seulement identifié à lui? Et quelque chose qui est très symptomatique, c'est que l'annonce du nombre de signataires qui ont participé au sondage, il les poste directement de son profil Twitter. Moi je veux bien, mais à un moment donné, si tu veux pas personnaliser, tu fais un effort quand même, fais dans les formes. Et enfin, la dernière chose, c'est que lancer un projet comme ça, c'est super. On est tous très contents parce que pour le coup, faut revoir les questions quand même. De quoi? Faut revoir les questions un peu. Ça c'est un autre débat. Mais c'est satisfaisant dans le sens où il se jette dans la mêlée à un moment où le gouvernement d'un côté et le CFCM de l'autre prétendent pouvoir réorganiser les musulmans de France. Donc voilà. Bon, ils font ménage à trois entre guillemets. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est le fait qu'ils se soient lancés dans la bataille sans prévenir personne. Ça, la jouer perso comme ça, à celui qui le plus vite va proposer quelque chose aux citoyens musulmans, diffusé sans se dire. Pourquoi alors là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il demande l'autorisation de pouvoir proposer quelque chose pour faire quelque chose. Ah non. C'est quoi le truc? Il a une idée. C'est pas demander l'autorisation, c'est prévenir les autres. C'est au moins. Prévenir qui? Là, il y a plein de gens qui sont tombés des nues, qu'on dit, voilà, on n'est pas au courant, il s'est rien passé, et donc du coup, il y a des gens qui ont rejoint son projet, il y a des dizaines d'associations qui ont rejoint, et tant mieux, c'est super, mais il y en a d'autres qui probablement n'ont pas rejoint parce qu'ils n'ont pas apprécié de pas être mis au courant. Ça veut dire qu'ils sont une équipe. À tout casser, ils vont être 10, lui compris. À 10, ils se sont mis dans une salle, et sur un coin de table, ils ont décidé le sondage. Ok, pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas avoir averti les agents d'influence? N'importe qui peut répondre? Oui, absolument, n'importe qui peut répondre. Alors, ils disent qu'ils ont un algorithme qui permet de traquer, par exemple, les gens d'extrême droite, etc. N'importe quoi, alors, je sais que techniquement ça existe, mais je ne pense pas, à moins qu'ils aient des moyens financiers très conséquents, et donc ça voudrait dire pour moi que la plateforme ne serait pas hébergée en France, je ne pense pas qu'ils soient en capacité de le faire. C'est-à-dire que demain, moi là, tout de suite, on peut y aller avec Yasser, répondre aux questions et peut-être y apporter un sens, et puis ça passe, ils peuvent pas nous détecter, je veux dire, n'importe qui peut aller la signer. Il y a ça, après évidemment, c'est comme toute consultation également. Et je crois qu'il n'y a pas de nom, prénom, numéro de téléphone, il n'y a rien de demandé.
Enfin bref, donc après c'est au... Bon, voilà, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Mais bon, Yasser, on va dire que c'est ton retour aujourd'hui officiellement à la radio dans cette émission Le Grand Forum. J'espère que la prochaine fois tu nous décevras moins et que tu iras plus loin. Pourquoi décevoir? Bah parce que je trouve que t'as été Oh, mais c'est déjà pas mal. Non, t'aurais pu aller plus loin, Yasser. Je te connais, t'es quelqu'un qui lâche pas comme ça. T'es quelqu'un qui balance avec des faits, des vrais, tu vois. Je tiens à rappeler une chose, c'est que j'ai horreur d'alimenter les potins et d'alimenter les les conflits ou plutôt les débats qui sont centrés sur les personnes. Je soulève une question de fond, c'est que d'expérience, et ça fait 20 ans que je suis dans le tissu associatif, je sais très bien que des responsables religieux ont participé à faire taire des musulmans et à décourager des initiatives d'un côté. De l'autre, on sait très bien que la représentation des musulmans de France n'est qu'un enjeu d'ego, de pouvoir et de domination des musulmans. Ouais, mais quand t'as dit ça après quoi? Le cas Tariq Ramadan, est quand même emblématique. Oui, on a une personne qui vient de Suisse, d'accord, qui n'a pas le même parcours que les enfants des classes populaires de l'immigration postcoloniale en France et qui s'est assis pendant 20 ans sur son trône. Et lorsque lui tombe, c'est comme la chute de l'Empire romain, tout le monde court pour prendre sa place. Or, moi je suis quelqu'un qui aime bien la pluralité, j'y ai bien le contradictoire. Pourquoi? Parce que c'est en confrontant les idées aux autres qu'on fait émerger de meilleures idées. Or, on voit bien que c'est toujours je veux être le seul et plus personne autour. J'ai connu ça dans différentes associations, je ne vais pas les nommer encore une fois pour pas alimenter, mais c'était il faut écraser les autres associations. Christophe, franchement. Ouais. Donc je vais pas faire un dessin à tout le monde, ça encore une fois, c'est du vécu et moi encore une fois, je veux me centrer sur les idées. Tu présentes une consultation nationale. Tu vas tout seul? Tu vas tout seul comme ça? Alors déjà, c'est même pas au nom d'un collectif. C'est même pas un collectif qui a créé une page pour annoncer la consultation. C'est même pas ça, alors qu'un collectif, c'est informel, hein. C'est même pas un truc loi 1901. Et franchement, tu fais une annonce, t'organises une table ronde ou une conférence de presse, et vous venez à plusieurs pour montrer que 1, vous êtes nombreux, et 2, vous avez réussi à vous mettre d'accord. De toute façon, vous êtes jamais content. Voilà. Bah non, tout ce que j'ai envie de dire, c'est quoi qui se passe? Quoi qu'il se passe, mais pas du tout. Mais quoi qu'il se passe, quelles que soient les actions que les gens vont proposer, de toute façon, c'est à défoncer. Parce que voilà. C'est pas à défoncer. Moi, je suis très content qu'il y ait cette consultation. Mais moi le premier, parce qu'elle a beaucoup d'utilité. Mais dans la forme, c'est vraiment malheureux et les choses n'ont pas été laissées au hasard. C'est évident. On va quand même informer les personnes qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Christophe est mort de rire là. Oui, mais il est en train de sourire. Ça fait 1 heure qu'il s'amuse. Il se fait là. Non mais d'accord. Il joue le dur, mais depuis tout à l'heure, il est mort de rire. Ouais. Non, parce qu'il y en a qui vont penser qu'on a des soucis avec Yasser Louati, des comptes à régler. Pas du tout, absolument pas. C'est que voilà, on est dans la contradiction dans cette émission. Est-ce qu'on a quand même 2 minutes pour que Yasser nous explique la théologie de la libération? Non, ça se passe pas. Non, j'en serai pas. La libération de quoi? Non, j'en serai pas dedans. Parce que je n'ai pas le temps de le faire et que ça c'est pas une discussion que je tiendrai sur la radio. Ok. La libération de quoi d'abord? J'ai seulement invité les personnes qui sont dans le domaine du religieux, d'accord, ou qui ont un référentiel religieux, de sortir du joug des intérêts particuliers qui se servent de la religion et qui desservent leur cause. C'est tout ce que je suis en train de dire. Quand on voit des personnalités religieuses qui sont de connivence avec les premiers islamophobes de France et qui d'un côté écrasent toute tentative de lutter contre l'islamophobie et qui en gros disent tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Là dans ce cas-là je dis, moi en tant que militant contre l'islamophobie, je peux pas dénoncer d'un côté l'islamophobe et me taire quand des responsables religieux musulmans ou des personnes qui veulent représenter les musulmans contribuent à justement empirer la situation. Ça s'arrête là. Le reste, c'est du ressort des personnes qui ont la légitimité pour le faire. D'accord. Voilà, c'est dit. Ah, ok. Bon, coup de cœur maintenant, c'est parti, on y va? Ça se passe vite. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Attends, il m'a cherché, Yasser, il m'a trouvé. Les coups de cœur, donc, les coups de cœur de Yasser Louati pour aujourd'hui. Alors j'aimerais parler de Mohamed Rabbani qui est directeur à l'association Cage. L'association Cage s'occupe des survivants de Guantanamo et des personnes qui ont été liquidées, torturées ou déportées pendant la guerre, sous le prétexte de la guerre contre le terrorisme, et qui aujourd'hui se retrouve devant les tribunaux au Royaume-Uni parce qu'il a refusé de donner les codes d'accès à son ordinateur personnel. Or aujourd'hui, Mohamed Rabbani, c'est
et pourrait devenir le martyr de la question des libertés publiques et du droit à la vie privée, parce que le gouvernement britannique veut l'envoyer en prison justement pour ce refus. Or, dans son ordinateur, il avait le dossier d'un cas de torture qui impliquait directement le gouvernement américain et qui était et la cible était un citoyen qatari du nom de Ali El-Mari. Or, cette personne a été soumise aux pures atrocités par le gouvernement américain et tout a été fait pour faire taire cette histoire-là. Or, maintenant, Mohamed Rabbani manque de soutien. Le gouvernement britannique agit en toute impunité et j'aimerais voir les personnes qui défendent les droits de l'homme et les libertés publiques, plutôt les droits humains et les libertés publiques, se tenir debout lorsque c'est un musulman qui se dresse contre un État occidental, lorsque cet État occidental viole les libertés publiques. Alors, tout mon soutien à Mohamed Rabbani et l'association Cage. Pour ceux qui veulent les suivre, ils sont sur Twitter, Cage_UK. Damien, est-ce que tu as trouvé un petit coup de cœur ? J'en ai deux, donc le premier sera un peu plus long et le deuxième sera un peu plus court. Et pour le premier, je vais vous faire participer. En fait, mon premier coup de cœur, c'est une phrase. Donc c'est une phrase qui a été prononcée par quelqu'un et je voulais savoir, en vous donnant quelques indices, si vous arriviez à trouver qui est-ce qui a dit ça. Ce serait ma plus grande tristesse de voir les sionistes faire aux Palestiniens, arabes palestiniens, plus que ce que les nazis ont fait aux juifs. Je répète, ce serait ma plus grande tristesse de voir les sionistes faire aux arabes palestiniens plus que ce que les nazis ont fait aux juifs. Alors, premier indice, c'est un grand amoureux d'Israël. Il a lui-même été sioniste. Deuxième indice, on lui a proposé 2 fois de devenir président d'Israël, en 48 et en 52, et les 2 fois il a refusé. Il est décédé en 1955 et lui qui aimait tant Israël, en fait, il devait écrire un discours juste avant sa mort et donc ces lignes-là étaient dans son discours où en fait il exprimait ses doutes vis-à-vis d'Israël et ce que Israël faisait subir aux Arabes sur place. Il a combattu les nazis. C'est un spécialiste de la science et il s'appelle Albert Einstein. Ah oui, mais en plus c'est quoi, je pensais à lui. Ma parole, c'est vrai. C'est Albert Einstein. Ah ouais, d'accord. J'ai repensé à lui en fait hier. Bon, deuxième, tu nous le gardes juste après la pub. Me dire en 55, quelqu'un comme Einstein écrivait déjà sur ses inquiétudes. Ça promet. Bon, ça promettait en tout cas. Dans un instant, le deuxième coup de cœur est Libertad sur France Maghreb de 01 40 33 9000. C'est le moment de décrocher votre téléphone. Vous avez un truc à dire, si possible intelligent, bien, tranquille. Et bien, vous souhaitez les bienvenus jusqu'à 18h. Évidemment, le soleil est en train de s'installer durablement dans la météo, donc surtout, n'hésitez pas, profitez-en, puisqu'en présence de lumière, notre organisme produit des hormones, qu'on appelle les endorphines, qui sont des opiacés naturels qui atténuent la douleur et nous font sentir bien. Et donc, Jean-François Doré, directeur de recherche émérite à l'INSERM, l'appelle le shoot totalement légal. Ah bah ok, on est preneur. Tu m'as fait flipper, hein. Ah bah. Qu'est-ce qu'il est fou, lui. Bon, allez, c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui écoutez la radio, vous qui sortez peut-être du travail, vous êtes déjà fatigué, là, vous souhaitez rentrer à la maison et à l'arrivée à la maison, c'est une autre journée qui commence, les enfants, les cris, la préparation du repas, etc. Allez, le moment de distraction, de se détendre. Libertad 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, mais vous allez pouvoir le faire. 01 40 33 9000. Bonsoir. Salut Youssef Francis. Salut Youssef, qu'est-ce qu'il y a? Bravo à l'équipe de l'Atlético Madrid, 3-0. Et ils ont bien bossé, hein. Merci Youssef, t'as raison, bravo. Ah non, une belle équipe, il n'y a rien à dire, sans bavure. Comment? Je suis content pour Griezmann, c'est son premier titre européen. Exact, en plus il a mis un magnifique but Griezmann. C'est la France qui a gagné, messieurs dames. Coupe le micro Christophe, vas-y. Pourquoi? Tu peux le bannir l'auditeur là? T'as vu la démocratie quand c'est là? Ah là là, bravo. En plus pour une fois que Youssef s'entend bien à le Youssef de Drancy qui vient d'appeler ouais. Pour une fois qu'il s'entend bien avec Christophe. Bon, merci Youssef. Merci Youssef. Et bonne soirée. Non mais faut saluer l'équipe de l'Atlético de Madrid qui a été qui pour le coup a fait un meilleur match que Marseille, il faut le reconnaître. Est-ce que vous êtes capable d'être lucide? Non. Non? Bah ouais, d'accord. Non. Donc vous êtes des supporters primates. Non, moi je suis lucide là-dessus, oui. Ouais. L'OM a pas bien joué. Mais c'est pas parce qu'ils étaient moins bons, c'est parce que c'était pas le bon match. Première chose, et ensuite problème de coaching. Non, c'était pas le bon match. Ouais. Allez, France Maghreb de bonsoir qui est là. Allô? Une fois, deux fois.
Ok, allez, 01 40 33 9000, c'est un Marseillais qui s'est perdu, je pense, qui est resté à Lyon pour bloqué à Lyon pour hier soir. Après 23h, non, mais c'est dommage, en tout cas. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est que du foot, faut se détendre. Mais en tout cas, je vois que Yasser Louati est à la réaction d'un supporter sans aucune lucidité, sans aucune objectivité. Bravo. Hein. Mais est-ce qu'on peut être supporter avec un grand F et rester des fois impartial? C'est impossible. Ah non, là je suis pas d'accord avec toi. Le véritable amour, il est pragmatique. Non, quand on aime, c'est avec les défauts. Regarde nos femmes. Regarde nos femmes. Voilà, on les aime, c'est avec leurs défauts. Et pourtant on les aime. Joker. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tout le temps, évidemment, autour de cette table. On a eu nos femmes. On se dit, elles ont beaucoup de défauts, mais on les aime parce qu'elles ont des défauts, justement. C'est pas les hommes, non? Elles aiment mais évidemment, pareil. Mais là, il y a que des hommes autour de cette table. On va pas parler de femmes, elles sont pas là. Voilà. Mais elles nous écoutent. Oui, c'est cool. Ah. Il y en a qui vont rentrer chez eux. Je pense qu'il est temps que ça se termine pour nous. Bon, eh bien, mon cher Yasser, mon cher Damien, merci beaucoup. Ouais, on a survécu à cette première journée. Ouais, bien, non, tranquille. Il nous en reste encore 3 heures, mais tranquille. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci, mon cher Damien. Merci, mon cher Yasser. Merci, Christophe. À très bientôt. Et à très bientôt, c'était un plaisir, Yasser. Et restez avec nous dans un instant. Je vous offre. Marine, bonsoir Marine. S'il te plaît, Marine, laisse-moi te présenter quand même. Dans un instant, je vous offre une corbeille des fruits offerte par fruitselect.com avec une question qui va faire mal à la tête. Ça tombe bien, c'est le premier jour de Ramadan. Bonsoir Marine, c'est à toi. Vas-y, dis bonsoir. Bonsoir à tous. La grève à la SNCF, plus d'un TGV et un RER sur 2 circuleront demain lors du premier jour d'une 10e séquence de grève contre la réforme de la SNCF, annonce la direction de la compagnie ferroviaire. Le procureur de la République de Paris, François Molins, tiendra une conférence de presse tout à l'heure au sujet de l'attaque au couteau de samedi soir à Paris. Ça sera dans 1 heure à 18h. L'association L214 continue de révéler des images choquantes d'élevage français de poules cette semaine. Leur dernière vidéo, tournée en avril et dévoilée aujourd'hui, montre des animaux déplumés, souffrant d'une musculature sous-développée et vivant entourés de cadavres en décomposition. Depuis 6 heures ce matin, une seconde phase d'expulsion est en cours à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, les opérations visent les occupants illégaux ayant refusé de régulariser leur situation et concernent une dizaine de squats. Par ailleurs, les zadistes appellent ceux et celles qu'ils peuvent à converger immédiatement sur place et à se rassembler devant la préfecture de Nantes à 18 heures. La justice belge a annoncé hier son refus d'exécuter les nouveaux mandats d'arrêt européens émis par l'Espagne en mars à l'encontre de 3 anciens membres de l'exécutif catalan déchus après la tentative avortée de sécession fin 2017. Les 3 ex-dirigeants indépendantistes restent libres de leur mouvement sur le sol belge. J-2 avant le grand jour. Depuis le début de la semaine, les cuisines de Windsor tournent à plein régime pour le mariage du prince Harry et de l'ex-actrice américaine Meghan Markle qui aura lieu samedi. Et puis en sport football, et ils n'ont pas fait le poids, les Marseillais se sont lourdement inclinés en finale de la Ligue Europa hier soir contre l'Atlético Madrid, 3-0 à Lyon. La rencontre a été marquée par un doublé d'Antoine Griezmann et la sortie sur blessure de Dimitri Payet. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.